Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Programming Toolkit. Alors, Programming Toolkit, c'est des podcasts filmés de courte durée où le but, ça va être de vous présenter différents sujets, principalement axés autour de la programmation. Donc, on vous présentera certains outils et stratégies de planification qu'on utilise dans nos coachings en vous présentant évidemment le contexte dans lequel on les utilise et en laissant place aussi à la nuance. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous le signaler en laissant un like ou une note sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi mettre vos suggestions dans les commentaires pour les sujets des prochains podcasts. Pour ce premier épisode du podcast de la série Toolbox, on va parler des variations PIN. Donc, par variation de PIN, on entend en français peut-être des variations sécurité, c'est-à-dire de quand au cours du mouvement, donc ça s'applique surtout au squat et au bench, on va venir poser la barre sur des sécurités, donc à une amplitude définie, sur la phase excentrique, puis finalement compléter la phase concentrique normalement. Yes, bah pour commencer, je propose qu'on réponde à la question pourquoi et comment on programme des variations PIN et est-ce que déjà vous en programmez pour commencer? Déjà, la première chose à déterminer, c'est enfin, si on programme une variation PIN, c'est dans quelle amplitude on va travailler. Donc, est-ce que ça peut être des amplitudes partielles? Donc ça, je pense que c'est une approche qui peut être très intéressante, notamment dans des situations de réhab ou dans des situations où il y a des douleurs, que ça soit au squat, hein, ou au bench, quand dans les amplitudes complètes ou dans les grandes amplitudes, vous avez des douleurs qui se manifestent et que vous avez identifié avec certitude que vous pouvez travailler suffisamment lourd sur des amplitudes partielles, ça peut être vraiment un atout que d'avoir ça dans sa boîte à outils, justement, les variations PIN. Donc de faire du middle pin ou en fait, vous pouvez, selon le matériel que vous avez à disposition, hein, parce que bien sûr, pour faire des variations PIN, il faut quand même avoir la possibilité de le mettre en place, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou du moins de le mettre en place de façon facile. Donc, faut pas, dans certaines salles, c'est pas évident par exemple au bench, hein, de trimballer un bench mobile dans une cage, de trouver la bonne hauteur pour les pins, etc. Ça peut être compliqué. Mais de le mettre en place, voilà, sur le bench ou sur le squat, dans des amplitudes qui permettent de travailler à l'amplitude maximale finalement qui reste sans douleur. Pour moi, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement quand il y a des douleurs qui se manifestent chez l'athlète. Après, en général, dans la planification, on va dire normale, dans une optique de plus de progression, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser des amplitudes complètes, voire même des amplitudes. Enfin, voilà, s'assurer qu'on est vraiment sur un squat à l'ADEPS, voire bien à l'ADEPS, et sur un bench qui touche la poitrine. Mais ça, c'est peut-être un biais que j'ai, hein. Je sais pas si toi, David, tu utilises beaucoup les amplitudes partielles. Ouais, je pense que dans un objectif vraiment de euh, apprentissage technique ou autre, je pense que oui, vaut mieux dans la plupart des cas être sur l'amplitude de compétition entre guillemets. Et par contre, ouais, moi une chose, hormis, enfin pour le coup, côté blessure et tout, je suis d'accord d'utiliser des amplitudes partielles, etc. Et hormis le côté, enfin, si en fait je vois que j'ai un athlète, j'arrive pas entre guillemets à trouver des cues qui fonctionnent sur lui, etc. Je vais quand même essayer de, par exemple, je prends le cas d'un athlète qui a du mal à atteindre, pas atteindre, pardon, à maintenir la tension en bas d'un squat, par exemple, ce qui fait que bah il relâche tout, il perd. Bon, après, enfin, voilà, et toutes les conséquences que ça peut entraîner, quoi. Je trouve que les variations PIN, ça peut aider à ça, dans le sens où si c'est bien pratiqué, encore une fois, du coup, on revient à la notion de queuing. Forcément, il faut aussi donner quelques astuces à son athlète pour qu'il puisse bien l'effectuer. Mais si c'est bien fait, pour moi, un pin squat, par exemple, ou même un pin bench, euh, l'athlète comprenne que il ne doit pas poser la barre sur les pins. Et voilà, à moins que dans un bench, le mec, il utilise ça parce qu'il fait du sync, par exemple. Mais à ce moment-là, je vois moins l'intérêt des variations pin. Mais pour un athlète qui a des problèmes de tension en bas au bench, parce que c'est un athlète qui fait du soft touch, ou pour un mec pour un athlète qui fait du squat et qui perd la tension en bas, je trouve les pins, quand c'est bien exécuté, ça peut avoir un intérêt pour ce genre de cas. C'est vrai qu'il y a aussi un peu peut-être le côté proprioceptif aussi qu'on peut rajouter, qui peut être bénéfique à certains athlètes.
On peut aussi voir certains athlètes utiliser par exemple du pin squat pour avoir un meilleur placement des hanches. Du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui perdent la tension par exemple. Voilà, je pense qu'il y a une multitude de possibilités. Je pense aussi à certains qui voudraient corriger un good morning squat ou un pattern voilà, où les hanches ont tendance à remonter trop vite, euh, qui pour certains peut être délétère et moins pour d'autres, mais pour ceux qui veulent le corriger, peut-être qu'un pin squat, ça peut aussi aider. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup, encore une fois, je me répète, mais beaucoup de raisons euh, potentielles en tout cas d'intégrer du pin squat selon moi. Euh, Concernant mon cas, j'avoue que je suis un petit peu plus critique quant à l'utilisation de variations PIN, parce que autant, comme Ben l'a évoqué, dans un contexte pathologique particulier où l'athlète peut pas se permettre d'avoir des amplitudes complètes, du fait de douleurs spécifiques, conditions spécifiques, je trouve ça intéressant parce que ça permet du coup d'individualiser et de permettre à l'athlète de continuer à s'entraîner en fait sans créer des manifestations nociceptives chez lui. Néanmoins, en pratique, dans un but de progression, je suis pas un grand fan pour plusieurs raisons. Donc déjà, principalement, comme Ben l'a dit, c'est quand même relativement casse-tête pour l'athlète à mettre en place parce que autant quand on a des athlètes qui ont accès à des salles avec des cages à squat, des trucs comme ça, ils peuvent se permettre d'avoir un banc mobile, se mettre dans la cage et pouvoir mettre leur hauteur un peu comme ils veulent. Autant pour des athlètes qui s'entraînent dans des basiques ou dans des fitness parks, c'est quand même une logistique assez importante déjà en termes de matériel certes, mais aussi en termes de temps, de contraintes de temps. Si vous avez des athlètes qui peuvent pas se permettre d'avoir des séances trop longues, bah, c'est quelque chose qu'il faut quand même, auquel il faut penser, hein, parce que mieux vaut qu'il ait une variation qui puisse faire dans les temps et du coup pouvoir réaliser sa séance au complet, parce que Jus à programmer du coup des variations pin, en fait je me retrouvais avec des athlètes qui se retrouvaient à skipper le volume de fin de séance, quoi. Parce que justement, pour eux, le principal, c'était leur squat, pin, puis leur bench, et ensuite le volume. Et donc pour eux, la priorité, s'il n'y avait pas de temps, c'était de faire leur squat et leur bench, et donc le volume, ils le skippaient un petit peu. Donc là, je trouve que ça a tendance à être contre-productif au final, parce que dans une démarche de progression, on veut lui mettre cet exo, mais il se retrouve à pas faire son volume à côté. Donc voilà, pas foufou. Et également aussi dans un... Donc ça, plus pour des athlètes un peu moins expérimentés, plus dans une démarche de perturbation, si on veut, de l'athlète, c'est de travailler du coup en pin. Ça lui entraîne quand même, mine de rien, des adaptations, je pense, d'un point de vue de l'exécution de l'exo. Je pense par exemple au squat, un peu particulière. Bah forcément, le contact avec la sécurité pour réaliser son pin va faire qu'il peut prendre des habitudes ou non, qui va inconsciemment réappliquer sur ses squats comp, par exemple, ou autres variations au squat. Et on se retrouve parfois avec des athlètes un peu perdus. Alors c'est pas forcément tout le temps le cas, mais pour résumer, je trouve que la variation, le rapport bénéfice, pas risque, mais bénéfice et ouais, Le rendement, ouais. exactement, ressources allouées, est pas forcément très intéressant quand on pense à d'autres variations qui existent, hein, typiquement par exemple le bench, éventuellement du bench cal, par exemple. Pour le squat, ben, travailler avec soit une technique pardon, différente, soit éventuellement avec lui forcer entre guillemets sans avoir à utiliser la sécu pour le pin, de travailler avec moins d'amplitude ou faire du high bar parfois, parce que l'athlète peut avoir une sensation douloureuse, une manifestation nociceptive sur du low bar, mais à programmation de high bar par exemple, cette douleur elle peut être soit inexistante, ça arrive des fois, soit largement diminuée. Ah oui, Donc ça c'est une possibilité, oui. Ouais, ça c'était plus dans, c'est vrai, dans l'optique de conserver un peu. C'est quelque chose que même j'ai eu fait de programmer par exemple justement une séance en high bar ou alors une séance pain free en amplitude complète euh, pour conserver un peu la spécificité et continuer à travailler l'amplitude complète et à mobiliser la zone. Et en parallèle, par exemple, sur l'autre séance, de faire du pin partiel pour quand même continuer à travailler avec une charge conséquente, trouver un compromis en fait entre continuer à mobiliser la zone en question tout en continuant à avoir une stimulation un peu musculaire et sur le pattern qui était suffisante, quoi. Mais effectivement, hein, j'entends tes critiques sur le pin. Je pense que c'est des variations qui sont assez clivantes, on va dire, dans la ouais, mesure c'est le mot, ouais.
Mm. à la fois chez le coach et l'athlète. On peut avoir des athlètes. Moi, personnellement, j'adore le pratiquer. Euh, Il y a des athlètes qui détestent la sensation, etc. Moi, je pense que c'est plus demandant encore qu'un pause ou qu'une pause longue sur la force et on va dire la demande technique au démarrage. Mais c'est pareil, là, il faut que l'athlète il soit, comment dire, il ait des consignes claires, c'est-à-dire que s'il rebondit sur le pin ou s'il s'éclate complètement en bas du mouvement, qui perd complètement la position, c'est sûr que ça va perdre beaucoup en intérêt. Et que ça peut justement amener à ce que tu disais, des espèces de confusion technique. C'est quelque chose à prendre en compte. Après, Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, pardon. non, mais je voulais juste rajouter que euh, selon les problématiques de l'athlète, pour moi, c'est quelque chose quand même qu'on peut être amené à tenter, ne serait-ce que pour diversifier. Chez quelqu'un qui répond bien, par exemple, à des pauses, moi je sais que jongler entre des pauses et du pin, ça peut être quelque chose voilà, qui renouvelle un peu entre les blocs, tout en mettant une stimulation qui est quand même légèrement différente et pas identique en termes de challenge technique, euh, et avec lequel j'ai du plaisir à m'entraîner. Ça peut m'aider aussi, par exemple, sur le squat, à standardiser un peu la depth, à bien trouver ma sensation, enfin faire le lien entre la sensation et la profondeur et trouver voilà, cette profondeur un peu idéale où je suis sûr d'être à la depth et en même temps je suis pas trop profond. Ça aussi, j'ai pu l'avoir fait avec des athlètes qui squattaient trop bas. Et le fait de faire un bloc en pin squat avec une limitation finalement de la depth tout en étant dans les standards, ça permet aussi de trouver de réguler un peu cette descente, quoi. Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi, Ben. Hormis pour. Bon, je suis pas à 100% désaccord, mais pour le côté amplitude, enfin depth au squat. Parce que je me dis, il n'y a pas que l'amplitude, entre guillemets, qu'il faut atteindre. Il faut aussi que le lifter puisse avoir des sensations internes. Parfois, ça peut passer, par exemple, par d'autres paramètres comme l'inclinaison du buste. Mais par exemple, je pense que je vais donner un exemple qui parle beaucoup à tout le monde et je vais arrêter de dire par exemple. Pour mon cas, je sais que je me base sur mon ressenti au niveau de l'étirement de la chaîne postérieure, donc des ischios essentiellement. Et je sais que à partir d'un, quand je ressens un certain étirement au niveau des ischios, je sais que je suis à l'ADEPS. Je sais que il me semble que c'est le cas pour beaucoup de gens, si ce n'est peut-être la majorité. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas que le côté tu mets des pins, parce que pour moi, il y a quand même un risque que dès que tu enlèves les pins, l'athlète, en fait, vu qu'on ne lui a pas parlé de sensations, de ressenti, etc., bah, il soit perdu et il ait besoin des pins ad vitam aeternam. Et à moins que vous ayez suffisamment le bras long pour décréter à la FF Force ou à l'IPF qu'il faut mettre les pins en compétition, je vois pas. Enfin, je pense qu'il y a quand même cette limitation-là, quoi. Par contre, pour l'aspect, le côté. Quentin, quand tu dis qu'en gros, ça dénature le pattern de comp, je suis pas sûr de. Enfin, je sais pas quoi trop en penser parce que je l'ai beaucoup entendu. Maintenant, je pense que si c'est bien exécuté, que comme tu dis, Ben, les consignes sont adaptées à ce que toi tu veux, à l'effet que tu veux produire avec cette variation, bah, logiquement, c'est des choses qui ne sont pas censées arriver parce qu'à ce moment-là, c'est que ta variation PIN, tu l'as programmée, bah, c'était pas adapté, quoi. Parce que, par exemple, si on prend le cas encore une fois, quand je disais au début, d'un athlète qui perd l'attention en bas au squat, si tu le Q, par exemple, moi, des fois, j'avais tendance à Q un peu comme, pour moi, ce qui se rapproche le plus d'un pin pour un deadlift, ça va être du glass deadlift, par exemple. Où en fait, tu vas chercher à. Tu fais comme si les pins, c'était un miroir qui se casse, ou alors tu vas lui dire, ouais, tu poses pas. Tu gardes un certain pourcentage de tension sur la barre pour ceux qui sont plus dans l'aspect quantitatif, etc. Après, tu peux Q de plein de manières différentes en fonction des athlètes. Mais si l'athlète comprend qu'il ne faut pas relâcher toute la tension en bas, logiquement, l'effet escompté, c'est que il a un meilleur contrôle au niveau de ses hanches, on va dire, quand il va remonter. Ce qui est, je pense, une bonne chose dans un comp, enfin, dans un pattern de comp. Maintenant, si l'athlète il se relâche totalement en bas et après il doit replacer ses hanches parce que tellement il s'est relâché, il est limite parti, il s'est limite assis par terre, quoi. Là, je suis d'accord, il y a quand même une notion où il y a plus de chances que les effets soient, négatifs ou en tout cas pas ceux qui étaient escomptés à la base, quoi.
Je pense qu'il y a un contexte en fait, hein, forcément. En fait, comme n'importe quel type de variation, dans le cas du pin, c'est quelque chose qui, je pense, vu le quand même il faut quand même une bonne capacité d'adaptation pour l'athlète, quand même. On va pas se mentir, il y a des variations qui sont moins taxantes que d'autres. Typiquement, selon moi, même si certains de mes athlètes sont pas d'accord, le high bar, je pense que c'est quelque chose quand même qui est plus facilement envisageable, parce qu'en général, bon, bah, le fait de remonter la barre à différents degrés, évidemment, si on est sur un athlète qui a un fort low bar avec un hinge extrêmement conséquent, ça va venir vraiment dénaturer le mouvement comp, si on va dénaturer du moins changer par rapport au mouvement comp. Mais c'est quand même quelque chose qui reste assez, comment dire, proche quand même. Autant sur du pin, ça demande un engagement et une adaptabilité pardon, de l'athlète. Et autant sur du hors-saison pour régler un problème vraiment spécifique qui peut pas être corrigé avec autre chose, pourquoi pas, hein. Ou pour justement dans le cadre d'un athlète qui a vraiment des douleurs très spécifiques et où il faut réduire cette ROM, je suis vraiment pour, honnêtement. Après, sur des échéances plus courtes, avec des blocs qui vont mener rapidement à une compétition, je sais pas si c'est force. En tout cas, ce sera pas la variation que je mettrai en place préférentiellement. Après, moi, je trouve que le pin, ça se rapproche quand même plus d'un comp qu'un high bar. Parce Ouais, que le high bar, biomécaniquement, j'allais dire la même chose. le high bar, c'est pas la même chose. Alors qu'un pin, bah, logiquement, bah, quand c'est bien fait, encore une fois, Ouais, quand c'est bien euh, fait, c'est l'enjeu. oui, forcément. Mais alors, à ce moment-là, le high bar peut être mal exécuté aussi. Où est le briseur de symétrie, comme pourrait dire notre ami Vassilis, pour ceux qui connaissent. Mais je trouve quand même, le high bar, il y a quand même pas mal d'avantages. Mais si on part dans une notion de spécificité, le pin, je trouve ça reste quand même. Au final, la seule chose qui change entre un pin et un comp, c'est mettre les pins et on va dire garder la tension en bas. Mais c'est ce qui est recherché aussi sur un comp squat en général. Donc au Moi, final, j'irais même plus loin, dans la mesure où, quand je l'ai pratiqué, là, je parle de mon expérience d'athlète plus que de coach. Quand je l'ai pratiqué, je le pratique, même si c'est vrai que ces derniers temps, j'en fais un peu moins, mais plutôt parce que j'ai remarqué que pour mes problématiques de douleur personnelle, c'est vrai que ça avait plus tendance à les stimuler. Euh, j'ai pas forcément eu toujours une grosse concentration sur l'aspect tension. Et pour autant, je dirais que ça m'a d'autant plus obligé. Alors déjà, cette sensation de devoir produire plus de force à charge égale, on va dire, enfin, voilà, je pense qu'on a tous vécu sur un pin lourd à amplitude complète. On enlève un peu comme pour un pose des kilos sur la barre. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant dans une optique de gestion de l'intensité absolue, hein, pas de l'intensité relative nécessairement, sur la semaine. Et je dirais même que le fait que ça te punisse et que ça t'oblige à partir de rien parce que tu as perdu l'attention et à immédiatement retrouver ta position et transmettre de la force dans la barre, j'ai trouvé que en termes de technique et aussi en termes de rentabilité sur la progression, enfin moi j'ai toujours fait des bons blocs avec du pin sans pour autant avoir cette volonté absolue de maintenir une tension irréprochable en bas du mouvement. Donc je dirais même que, à moins que l'athlète vraiment le fasse n'importe comment, j'ai, pour ceux qui ne détestent pas l'exercice, pas vraiment enfin, d'exemple négatif à citer, quoi. Alors que pour le high bar, moi, c'est pareil, c'est très personnel. J'ai plus de mal et plus de confusion technique justement qui va en ressortir. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment à mettre dans le contexte de l'athlète, que ce soit son expérience, du coup sa capacité à suivre le protocole, si on veut, hein. Donc d'exécuter le pin comme on aimerait qu'il exécute, c'est-à-dire à la bonne hauteur, avec les bonnes cues techniques, comme tu as expliqué, David, hein. Donc le but, ce serait théoriquement un peu comme le glass deadlift, c'est que, au final, de garder cette tension en bas, enfin voilà, même si c'est jamais parfait et que, bah, justement, si l'athlète arrivait à maintenir des standards absolument parfaits à chaque série, bah, en fait, parce qu'il a peut-être pas vraiment besoin de cet exo, hein, au final, hein. S'il n'est pas mis en difficulté, c'est que au final, est-ce qu'on va avoir l'adaptation recherchée derrière? On ne sait pas forcément. Mais dans le cadre d'athlètes un petit peu moins expérimentés, qui ont peut-être moins de temps ou pas les ressources matérielles et où
pas humaine du coup, mais de temps, du moins, ces ressources-là, c'est peut-être moins intéressant. Donc je trouve que c'est un bon exemple justement de variations qui dépassent le cadre de la programmation pure. C'est-à-dire, j'ai un problème, je veux le résoudre avec telle variation. On a souvent cette idée-là. Hein. Typiquement, on a un athlète, l'exemple typique, on a un athlète, il a vraiment des poses très instables sur son torse, au bench. On a tendance justement à le faire travailler avec des 2 CT, 3 CT, pour justement essayer d'avoir un bon gain, garder une bonne tension sur le torse et le faire progresser là-dessus. C'est quand même assez intuitif comme problème et solution à mettre en place, ou du moins démarche à mettre en place pour avoir une solution. Autant le pin, je trouve que ça peut autant être extrêmement pertinent dans certains cas très spécifiques, autant ça peut ne pas payer et ça peut frustrer l'athlète éventuellement de l'autre côté. C'est un cas de variation un peu plus extrême, je trouve. Donc, comme toutes les choses qui sont extrêmes, ça peut autant très bien fonctionner comme pas trop. J'irai pas aussi loin dans le côté extrême, mais c'est vrai que petit à petit, c'est moins devenu une solution. C'est peut-être quelque chose qui me venait plus à l'époque que maintenant, en premier rideau, on va dire. Euh, pour autant, je pense que c'est quelque chose qui de plus en plus tombe un peu aux oubliettes et de moins en moins utilisé, en tout cas de ce que je vois. Parce que de toute façon, je trouve qu'il y a un recul un peu des variations, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Mais moi, je le vois aussi comme une bonne alternative, voilà, à des gens qui bénéficient de travailler avec des pauses amplifiées dans des amplitudes complètes, notamment par exemple au squat. Euh, Quelqu'un qui répond bien à des pauses squat, ça peut être intéressant s'il aime ça, de faire du pin, ne serait-ce que pour introduire un peu de nouveauté et renouveler un peu Hmm. le Ouais, il y a la stimulus dans notion de la plaisir programmation. aussi. Ouais, totalement, Exactement. totalement. Oui, c'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure, je voulais le dire, la notion de plaisir, en vrai. Et aussi la notion de comment tu squattes, parce que, tu vois, autant je dis le pin squat, ça peut être intéressant dans certains cas, pour autant, je veux pas dire que le high bar, voilà, que le high bar, c'est moins bien, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment des Non, et cas. puis je pense Si que t'as là, un pour le coup, athlète... c'est deux choses complètement Quentin, je pense différentes. que voilà, et je pense, Quentin, si on prend ton cas, t'es quand même quelqu'un qui squatte assez droit, Oui, entre voilà, guillemets, qui aussi. avance vachement les genoux. Donc je trouve que ça a beaucoup plus de sens pour toi de mettre du high bar Totalement, que c'est ce du que pin, tu vois. j'allais en venir justement pour faire un parallèle avec un autre podcast qui sera sorti ou pas. Au moment où on parle, c'est la notion un petit peu de biais, de ce qu'on pense qui peut fonctionner pour l'athlète ou non. Et c'est aussi ça, c'est que forcément, moi je suis un peu biaisé, c'est que de par mon passif, mes leviers et mes facilités que j'ai au squat, c'est un mouvement où je suis quand même relativement bon. J'ai besoin de relativement peu de variations, des variations un peu moins coûteuses. J'ai pas de problème fondamental sur ce mouvement-là. Et moi, le high bar, c'est une variation suffisante pour me stimuler et me continuer à me faire progresser. Par contre, évidemment, si j'étais un athlète pour qui le high bar est extrêmement inconfortable, lui permet pas d'entraîner les bonnes adaptations pour le faire progresser, là, ce serait une autre paire de manches, totalement. Donc, il y a toujours cet aspect-là, c'est que forcément, là, j'ai donné mon avis, forcément, c'est full subjectif, hein, et c'est Non, compliqué. mais de toute façon, le principe de ces micro-podcasts, c'est vraiment de donner nos avis, hein. Il n'y a Oui, pas de... et puis de faire un peu découvrir aussi des modalités d'entraînement que les gens auxquels n'auraient pas pensé, et puis voilà, De de se donner un questionner, peu en des fait. indices sur comment les implémenter, quoi. Totalement, c'est là où je trouve que enfin, c'est hyper intéressant, c'est que pour ce sujet-là, en fait, c'est drôle parce que pour Ben, c'est que pour Ben, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, il prend du plaisir, etc. David est un petit peu plus, bon, oui, ça peut être intéressant, quoique, enfin voilà. Et moi, je suis dans l'autre extrême, donc je trouve que c'est un peu un cas d'école un peu parfait, c'est que là, au moins, on a le, Moi, je prends pas de ouais, risque. David, ça dépend, ça dépend. Euh, le David a changé. Le David, il a changé. Non, mais pour revenir au sujet, c'est qu'au moins là, on a un large spectre de réflexion. En fait, c'est que on a en même temps les bons côtés qui ont été connus et en même temps les cas plus problématiques. Moi, c'est vrai que par mon passif, que ce soit pour moi ou pour les athlètes que j'ai pu avoir programmés, c'est quelque chose qui n'a pas forcément bien payé, mais aussi c'est peut-être parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément adapté pour eux. Voilà, on en revient toujours au même cas. Mais si un jour j'ai un athlète qui est amené à avoir trop de douleur, par exemple, sur vraiment le bas du mouvement, la tension maximale, pour X ou Y raison, bah, peut-être que programmer du squat, enfin du pin squat avec la sécurité au milieu, ou légèrement avant le point douloureux, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et du coup, là, je vais beaucoup plus. Je vais me remettre en question, en fait, c'est surtout ça, quoi.
Et je pense pour finir, après on aura dépassé le temps accordé, enfin qu'on voulait accorder à ce podcast. Je pense la notion de plaisir, je voudrais revenir dessus, c'est que, euh, enfin la notion de plaisir et de performance entre guillemets, si la variation PIN, je pense on peut généraliser à toutes les variations, produisent des effets positifs, soit sur le comp ou même la variation PIN qui progresse toute seule de son côté, je pense que c'est quand même un bon point pour, pour la mettre de temps en temps en tout cas, et que l'athlète prendra du plaisir dessus parce qu'il a déjà progressé par-dessus, il a confiance Exactement. Oui, ça c'est. au fait qu'il peut progresser dessus, etc. Et si en plus ça produit des effets sur le comp, bah, c'est encore plus bénéf, et pour moi rien que ça suffit à justifier une variation du style j'ai mis cette variation, elle m'a fait progresser mon comp, même si techniquement ça n'a pas eu l'effet escompté, elle a quand même fait progresser le comp. Après, voilà, vous pouvez queue d'une autre façon pour essayer de corriger le problème technique qui n'a pas été corrigé avec le pin si ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est quand même euh, un point qu'il faut prendre en compte quand on choisit de programmer une variation. Totalement, ouais. Bon, là, on est un peu plus. On parle plus de pin, mais voilà. Mais c'est ça en fait, c'est l'évaluation entre la progression de l'athlète, ce à quoi on souhaite améliorer, et en même temps le plaisir que va avoir l'athlète. Je veux dire, si c'est le bagne pour lui de venir faire sa variation, il y a un moment, voilà quoi. Le but c'est pas de faire des robots qui exécutent parfaitement le mouvement, c'est de faire des athlètes polyvalents qui peuvent prendre du plaisir dans leur pratique. Non, ouais, ça, je pense que de toute façon, enfin, ça c'est des questions même qui sortent du cadre de ce petit podcast où ça mériterait peut-être de faire un podcast justement sur les variations. Pourquoi est-ce que la variation doit forcément avoir un but précis technique ou est-ce que ça peut être simplement un vecteur justement de plaisir, de progression indépendamment de l'effet escompté? Parce qu'on s'invente souvent des rationnels pour justifier telle ou telle variation, que ce soit biomécanique, technique, standard, etc. Ouais, on peut Et tout puis des justifier fois, au final. voilà, pour moi et pour certains athlètes que j'ai pu entraîner, ça a été un vecteur de plaisir, ça a été pour certains un vecteur de progression, tout simplement sur la charge. Euh, et pour certains aussi, voilà, et je sais que certains le programment plutôt pour lutter un peu contre l'effondrement, un peu de, justement, chez des gens qui auraient plutôt plus d'inclinaison du buste au squat, de lutter un peu contre le hip shoot, quoi, la remontée des hanches un peu précoce dans le squat. Bah, le high bar pourrait faire pareil en soi aussi, comme. Ouais. Le high bar peut faire pareil, mais du coup, t'es pas dans la position où t'as enfin, Oui, voilà, c'est moins spécifique. Voilà, le high bar, en fonction des gens. de facto, tu vas moins avoir tendance à hip shoot, quoi. Donc voilà, mais bon, non, mais c'est bien pour introduire un peu cette série. J'espère que l'objectif est clair. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On essaiera d'en tourner un peu plus souvent que les podcasts plus longs. Ce genre de format qui nécessite un petit peu moins de préparation. Donc voilà, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Un nouveau Toolbox podcast. On ne sait pas encore comment on va Si l'appeler. vous avez des suggestions, hein. Évidemment, oui, s'il y a des exactement. Si vous avez suggestions. des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Tu referas la outro, David, hein, parce que c'est catastrophique notre outro.